et donc qu'il sera disponible par la suite sur notre site web, de même que la présentation PowerPoint. Donc, on va s'assurer là, assez tôt après la présentation que ce soit disponible sur notre site web. Alors, l'objet du webinaire aujourd'hui, c'est la sécurisation culturelle en santé et services sociaux. Donc, un document qui est titré Vers des soins et des services culturellement sécurisants pour les Premières Nations et les Inuits. Donc, le but, c'était de sensibiliser nos comités d'usagers à l'approche de sécurisation culturelle dans leur rôle de défense des droits des usagers. Puis, notez que sur ce sujet-là, le RPCU réserve maintenant un poste au conseil d'administration pour les Premières Nations et les Inuits. Les présentatrices aujourd'hui seront Mme Christine Pelletier, qui est courtière de connaissances à l'équipe des projets de l'Institut universitaire, projets nationaux, Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux au CIUS de l'Estrie, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour. Et on a aussi Mme Marie-Hélène Lemay, conseillère aux affaires autochtones et en charge de la coordination de l'implantation de l'approche de sécurisation culturelle à la direction des affaires autochtones du ministère de la Santé et des Services sociaux. Bonjour, Mme Lemay. Bonjour et enchanté tout le monde. Et puis, Mme Julie Gauthier, directrice aux affaires autochtones du ministère de la Santé et des Services sociaux. Si elle n'est pas là présentement, sera là. Donc, je tiens à... Oui, j'y suis. Bonjour tout le monde. On est vraiment content que vous soyez là. Merci de votre présence. Merci à vous. Je vais être plus en sourdine. C'est vraiment Marie-Hélène et Christine qui vont faire la présentation, mais évidemment, je suis avec vous avec grand intérêt. Super, puis je suis vraiment content qu'on aborde ce sujet-là avec vous. C'est vraiment génial. Alors, voilà, écoutez, le format aujourd'hui sera présentation suivi d'une période de questions. Donc, j'invite les comités là, à préparer des questions pour la fin. Ça serait vraiment intéressant de voir quels sont vos questionnements à la suite. Donc, je laisserai commencer les animatrices à ce moment-là. Merci, M. Boucher. Merci de nous inviter à partager cette heure-là avec vous puis de vous disponibiliser pour entendre parler de la sécurisation culturelle. Je vais projeter une présentation. C'est un sujet qu'on entend beaucoup parler, je pense, qui est particulièrement cette semaine où on a des rappels de la nécessité de travailler au niveau de la sécurisation culturelle auprès des Premières Nations et des Inuits. Donc, je vous fais la projection et comme M. Boucher disait, on a réservé du temps là, à la fin pour prendre vos questions. Là, fait que ça va nous faire plaisir de préciser ça. Fait je vous partage mon écran. OK. Est-ce que vous voyez la présentation? Donc, en ce moment, Mme Pelletier, on voit le PowerPoint, mais il n'est pas en mode présentation. Parfait. Donc, voilà. Excellent maintenant. OK. Donc, M. Boucher nous a présenté, là, donc je vais sauter cette diapo-là pour aller tout de suite au plan de la présentation. Fait que, ce midi, ce qu'on vous propose, c'est de vous partager quelques informations, moi et Marie-Hélène, sur les Premières Nations et les Inuits. Donc, parler des personnes que l'on vise par la sécurisation culturelle. Vous parler de la démarche qui nous a mené à l'élaboration du guide et de faire un survol de ce guide-là. C'est quoi les gros morceaux qu'on y retrouve et l'ensemble des travaux qui sont en cours, qui découlent du guide et de plusieurs travaux là, qui sont menés présentement par la Direction des affaires autochtones avec Mme Gauthier et Mme Lemay, ainsi que, comme je vous disais, une période de questions. Ça va être le plan de notre rencontre. Les objectifs qu'on vise aujourd'hui avec vous, c'est vraiment se sensibiliser à qu'est-ce que ça veut dire l'approche de sécurisation culturelle. Peut-être vous donner quelques éléments qui vont vous aider à mieux comprendre ce que c'est
qu'est-ce que ça implique comme démarche dans les établissements. On veut aussi stimuler votre intérêt comme membre de comité d'usagers à voir quel genre de contribution vous pourriez faire dans le déploiement de l'approche, parce qu'on va vous l'expliquer, la sécurisation culturelle, ça concerne tout le monde dans le réseau de la santé. Donc, ça va être aussi intéressant de voir que vous, durant la rencontre, dans le contenu, vous puissiez voir un peu quel type de contribution vous pouvez avoir et vous mettre un peu au parfum de ce qui se travaille présentement dans le réseau de la santé, des services sociaux, donc au niveau du ministère, mais aussi dans les différents établissements en lien avec la sécurisation culturelle. Fait que ça, c'est notre plan de rencontre. Fait que bon, j'ai comme un problème de changement de diapo. Je laisserai la parole, la voilà, je laisserai la parole à Marie-Hélène pour vous parler un petit peu des Premières Nations et des Inuits. Avant de travailler au ministère de la Santé et des Services sociaux à la Direction des Affaires autochtones, j'ai aussi travaillé dans un établissement qui s'appelle le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Et j'ai été responsable des dossiers aux Autochtones et j'ai occupé d'autres fonctions également en lien avec les Premières Nations. Donc, je suis une personne qui a travaillé beaucoup sur le terrain avec les Premières Nations. Et une chose qu'on constate là, rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de termes et les gens sont souvent mélangés. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive d'être mélangé sur les termes à utiliser, savoir lesquels sont les bons termes, lesquels les personnes autochtones apprécient, lesquels ils n'apprécient pas. Donc, je vais essayer de vous démêler un petit peu par rapport à ça parce qu'effectivement, le fait de prendre les bons termes, les termes qui sont appréciés par les gens qui sont concernés, c'est déjà une première étape quand on parle de sécurisation culturelle. Donc, les Premières Nations, qui c'est? Les Premières Nations, ça inclut toutes les nations autochtones du Québec étant les Abénaquis, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Inuits, autrefois on appelait les Montagnais, mais c'est vraiment Inuits, les Malécites, les Micmacs, les Naskapis, les Hurons-Wendat et les Mohawks. Ça inclut également les Inuits. Et tout, oui. Et tous ces gens-là, ensemble, ça fait les premiers peuples du Québec, dans le fond. Là, donc, dans le fond, vous comprenez que tous ces gens-là n'ont pas une seule et même culture. Et même que je vous dirais qu'au sein d'une nation, par exemple, chez les Algonquins, il y a plusieurs communautés différentes. Je vais vous parler des Algonquins un petit peu plus parce que je les connais vraiment plus, étant donné que je viens de l'Abitibi-Témiscamingue et que c'est un territoire algonquin. Parmi les communautés algonquines, il y a 3 différentes façons d'écrire l'algonquin. Donc, vous comprenez qu'il y a des différences culturelles à même les Algonquins. Donc, évidemment, chacune de ces nations-là a ses particularités culturelles, ses pratiques culturelles, ses préférences, son histoire qui est différente, etc. Donc, c'est vraiment très, très diversifié. Et c'est la même chose là, pour les Inuits également. Et on a indiqué ici sur la présentation que pour exprimer un petit peu la diversité, on voulait vous donner un exemple. Il y a 9 langues et dialectes qui sont parlés, autochtones, qui sont parlés au Québec. Donc, ça vous donne une idée, sans compter le français et l'anglais, bien sûr, qui sont très, très parlés aussi. Là. Mais c'est vraiment très, très différent d'une personne à l'autre, d'une nation à l'autre, d'une communauté à l'autre. Les membres des Premières Nations, les Inuits, vivent dans des différentes régions du Québec, donc vraiment un peu partout au Québec, que ce soit sur ou hors communauté. Autrefois, on employait le terme sur réserve ou hors réserve, mais c'est des expressions qui ne plaisent pas aux Autochtones. Donc, on utilise maintenant sur communauté ou hors communauté. Les gens habitent aussi soit en milieu urbain ou en milieu rural. Il y a beaucoup, beaucoup d'Autochtones, par exemple, à Montréal. Il y en a aussi qui sont en milieu rural, vraiment éloignés des communautés où on se rend seulement, par exemple, en avion. Donc, c'est très, très diversifié. Là. Il y a donc vraiment un portrait qui part dans tous les sens. On continue. Quelques crêpes? OK. Effectivement, bon, là, je vous parlais, j'ai axé sur le fait qu'il y a une grande diversité, mais il y a quand même des traits culturels qui sont communs aux Premières Nations et Inuits. Parce qu'évidemment, si on veut
implanter des soins et des services qui tiennent compte des particularités autochtones, c'est difficile de tenir compte des particularités individuelles de chaque personne. Donc, c'est important de savoir ce qui est commun. Il y en a quelques exemples ici, sont tirés du guide qui a été rédigé avec tout un groupe de travail dont Christine nous va parler tout à l'heure. Donc, un sentiment d'interconnexion et de relation avec les terres, celle-ci étant partie intégrante du bien-être. Quand on travaille avec des personnes autochtones ou qu'on en côtoie, souvent, ils vont dire qu'ils vont faire des séjours en terre traditionnelle ou en territoire traditionnel. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans leur communauté. Quand ils disent ça, c'est qu'ils font référence à ils ont un territoire ancestral traditionnel et ils vont plus loin sur le territoire, ils vont à la chasse, à la pêche, etc. Donc, ils vont se ressourcer sur leur territoire. Donc, des fois, c'est très, très loin. Ça peut être à plusieurs jours de route de leur communauté ou de la ville où ils habitent. Un rapport à la collectivité, c'est-à-dire que la famille élargie, les amis, la communauté et plus largement la nation occupent une place centrale dans le bien-être. C'est quelque chose qu'on voit lorsque les gens décèdent à l'hôpital, par exemple. Pour les personnes autochtones, souvent, il va y avoir 10-15 personnes qui vont venir visiter une personne mourante. Et ça peut même être dérangeant pour le personnel de soins parce qu'ils ne sont pas habitués de voir autant de gens débarquer dans la salle. Il n'y a pas assez de chaises, des fois c'est étroit, donc ça leur demande de s'assouplir au niveau de leur pratique, de leur façon de faire. Puis, en même temps, c'est épatant de voir à quel point les gens sont proches de leur famille et à quel point ils ont besoin de démontrer leur respect avant que la personne quitte ce monde. Donc, c'est une façon de vous illustrer à quel point c'est important, la famille élargie, aussi les cousins et cousines. Ça va beaucoup plus loin que juste le petit noyau familial de base. Et la nation est très importante. Donc, les gens vont souvent s'identifier comme étant une personne atikamekw avant de dire « je suis une femme » ou « je suis une jeune » ou « je suis un aîné ». Donc, la nation à laquelle la personne appartient est très, très importante. Un grand respect des aînés. Évidemment, c'est un aspect important de la majorité des Premières Nations inuites. Ils vont vraiment accorder un respect aux opinions, aux connaissances, aux traditions qui sont portées par les personnes aînées. Ils vont s'y référer quand ils ont besoin d'avoir des opinions sur un sujet ou une situation particulière ou lorsqu'on veut mettre en pratique des changements ou si on veut faire des changements dans le réseau de la santé, il est possible, par exemple, d'aller consulter quelques années pour avoir leur opinion. Donc, c'est un autre exemple que je vous donne. Une représentation de la santé et du bien-être comme un état englobant différentes composantes qui dépassent l'absence de maladie. Effectivement, pour une personne autochtone, la santé, ça inclut plusieurs dimensions et non pas juste l'absence de maladie, ça le dit bien. La prochaine diapositive reprend vraiment leur conception de la santé. Donc, vous allez souvent voir, quand on parle de la santé chez les Autochtones, une roue. Là, on n'a pas mis d'exemple, mais sûrement qu'il y en a un dans le guide, je ne me rappelle pas par cœur, mais il y a sûrement une roue où ça a été expliqué. Là. Quand on parle de vision holistique, on parle du cercle. C'est souvent séparé en 4 avec des couleurs spécifiques. Donc, pour eux, la santé, pour les Premières Nations, c'est un état d'équilibre entre les dimensions physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles, souvent illustrées par la roue de la médecine dont je vous parlais il y a quelques secondes. Et c'est interrelié, donc on ne peut pas traiter, par exemple, un problème de santé physique sans discuter aussi de ton état émotionnel, de l'état spirituel, mental. Donc, pour eux, tout est interrelié. C'est pour ça, parfois, qu'il y a il peut y avoir des accrochages dans la façon de percevoir la santé entre la santé traditionnelle occidentale, la nôtre, finalement, en tant que non-autochtone, et la conception autochtone de la santé. Pour les Inuits, il y a 3 dimensions plutôt. La santé corporelle, le sentiment de bien-être global, qui inclut le mental, le physique, social, et les relations entre les personnes. Donc, l'aspect interpersonnel est ajouté ici là, dans la façon de voir la santé chez les Inuits. Prochaine diapo. Donc, c'est moi qui vais continuer. Vous parlez un peu là, des travaux qui sont en cours sur la sécurisation culturelle. Je vous disais tantôt que c'était une semaine quand même chargée en émotions avec
la commémoration du décès de Joyce Echaquan. Mais la sécurisation culturelle, ça fait plus longtemps là, que le ministère est en action pour développer une approche de sécurisation culturelle pour le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, il y a des travaux qui ont débuté en 2018. Il y avait à ce moment-là, si on se reporte à cette époque-là, c'était la commission Vien qui terminait, qui déposait son rapport. Fait qu'on était aussi dans une dynamique où il y avait des préoccupations par rapport à l'offre de services en santé et services sociaux au niveau des Premières Nations et des Inuits. Il y avait, puis là, on va vous parler de ce qui est à la base de la sécurisation culturelle, pourquoi on propose de travailler en sécurisation culturelle. Donc, à ce moment-là, le ministère a interpellé l'équipe des projets nationaux en transfert de connaissances, donc une équipe de l'Estrie, mais qui travaille sur plusieurs mandats nationaux avec le ministère pour faire une démarche de réflexion et de développement d'un guide sur la sécurisation culturelle. À ce moment-là, à partir de là, s'est mis en place une démarche parce que l'idée, là, vraiment, du guide, la démarche est vraiment aussi, quand on dit un chemin aussi important que la destination, c'est ça qui va se vivre un peu dans les établissements. C'est l'idée, si on veut travailler en sécurisation culturelle, on va vous parler des principes tantôt, mais ça se base beaucoup en impliquant les Premières Nations et les Inuits. C'est un des ingrédients essentiels de la sécurisation culturelle, c'est travailler avec eux. Donc, la démarche s'est mise en place pour réunir toutes les personnes concernées puis apprendre à travailler ensemble. Donc, on a eu évidemment des gens du ministère, des gens qui représentaient des établissements, donc des CIS et des CIUS, qui avaient peut-être qui avaient eu une expérience de collaboration, entre autres, dans leur région avec les organisations des Premières Nations et des Inuits. On a eu des organisations qui représentaient les Premières Nations et les Inuits et des instituts d'expertise en santé en services sociaux, entre autres l'Institut national de santé publique. Donc, des gens qui pouvaient amener un éclairage intéressant là, sur la question de la sécurisation culturelle auprès des Premières Nations et des Inuits. Fait que c'est une démarche qui a demandé d'apprendre à se connaître, d'abord à travailler ensemble, à s'écouter, en vue de développer un guide qui ferait consensus auprès de tous ces partenaires-là, qui ferait sens sur le terrain comme étant des orientations pour mettre en place dans le réseau de la santé une approche de sécurisation culturelle. Le guide, il est disponible depuis, donc il est arrivé à son terme et sa parution s'est faite en mai 2021 et qu'il est disponible depuis ce temps-là sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux et a été diffusé auprès des différents établissements, là, les différents CIS de la province. On va vous expliquer pourquoi, mais présentement, le guide, ce premier guide-là, ce point important en sécurisation culturelle, il s'adresse à la direction, à la haute direction, aux gestionnaires des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Et vous allez voir qu'il concerne tout le monde. L'approche de sécurisation culturelle concerne tout le monde qui gravite autour d'un établissement. Mais d'abord, on s'est adressé aux gens qui dirigent les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Il comprend 5 grandes sections. Donc, le survol des Premières Nations des Inuits du Québec, parce que c'est important d'abord de se donner quelques connaissances de base sur les gens qui sont visés par cette approche-là. C'est ce que Marie-Hélène vous a présenté un peu. Après ça, c'est la suite, on va vous le présenter, c'est pourquoi il y a une section sur pourquoi on doit adapter les soins et services aux Premières Nations et aux Inuits. La sécurisation culturelle en santé et services sociaux et en services sociaux, ça veut dire quoi exactement? Et quand on comprend le principe, comment on peut cheminer
comme établissement, comme organisation, comme personnes qui gravitent autour des services de santé et des services sociaux vers des soins et des services culturellement sécurisants. Et il y a une section qui permet d'illustrer une première année, quelques exemples potentiels d'un établissement qui serait engagé vers une démarche pour mettre en place des soins et des services culturellement sécurisants. Fait que ça, c'est le guide dans son survol. Si on voit un petit peu plus en détail, je laisse Marie-Hélène vous présenter un peu la sécurisation culturelle. C'est des bien grands termes, sécurisation culturelle. Ça peut poser des questions. Qu'est-ce que c'est ça au juste? En fait, si on veut le rendre très simple, la sécurisation culturelle consiste à rétablir et à soutenir l'équité pour les Autochtones. Elle reconnaît la présence des iniquités et cherche à combler ces écarts par des pratiques pertinentes. Donc, si on décompose ça un petit peu, mettons qu'on l'aurait mis dans l'autre sens. La première étape, c'est de voir qu'il y a des iniquités qui existent. Là, je vais voir dans la prochaine slide, vous allez voir justement, il y a des exemples d'iniquités qui existent, qui proviennent de certains événements du passé et qui persistent encore aujourd'hui. Donc, la première étape, c'est de les reconnaître. La deuxième étape, c'est de constater qu'il y a des écarts entre la population autochtone et non autochtone sur plein d'indicateurs de santé. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure, et de tenter d'enrayer tous ces écarts-là pour améliorer la santé des Autochtones. Donc, c'est vraiment ça, et de le faire d'une façon qui est sécurisante, de s'assurer que, en tant que personne autochtone, quand on consulte les services de santé, on est à l'aise d'y aller, on s'y sent bien, on se sent traité avec respect, et on reçoit les soins d'une manière qui est culturellement pertinente pour nous. Donc, en gros, c'est pas mal ça. La prochaine slide. Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi aller vers des soins et des services culturellement sécurisants? Parfois, on a des commentaires, les services sont déjà sécuritaires, les gens les utilisent. Pourquoi les Autochtones ne les utilisent pas? Ou pourquoi ils ne sont pas contents? Ou pourquoi ça ne fonctionne pas pour eux? C'est des questions qu'on entend quand on parle de sécurisation culturelle. Il y a dans la population québécoise, et là je parle du Québec, mais c'est aussi ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde, une grande méconnaissance des cultures autochtones. Et il y a eu des traumas intergénérationnels qui se sont passés. Donc, dans le passé, il y a eu des événements dramatiques qui ont eu lieu. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'histoire des pensionnats autochtones au Canada, où des enfants des Premières Nations étaient enlevés de leur communauté d'origine et étaient amenés de force à l'encontre de la volonté des parents dans des écoles résidentielles où on leur montrait à devenir non autochtones. Donc, on souhaitait enrayer l'autochtonité de la personne. Et plusieurs ont subi des préjudices. Ils ont vécu des traumatismes. Donc, en plus de l'aspect culturel, il y avait aussi des sévices, pardon. Ils ont aussi subi des sévices physiques. Donc, toute cette question-là a eu, en fait, ces traumas-là, dont celui dont je viens de vous parler, ont eu des impacts intergénérationnels. Donc, les gens qui sont allés dans les pensionnats ont vécu des traumatismes qu'ils ont passés, sans le vouloir, bien évidemment, à leurs enfants et qui passent à leurs petits-enfants. On a l'impression souvent que ça fait très, très longtemps, les pensionnats autochtones, mais le dernier qui est fermé, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 70 ou même plus tard que ça au Québec. Donc, il y a des gens vivants aujourd'hui qui sont des survivants des pensionnats qu'on côtoie au quotidien. Ils ne sont pas si vieux que ça, là. C'est des gens qui consomment nos services aujourd'hui. Et leurs enfants et leurs petits-enfants ont aussi des séquelles de tous ces traitements-là. Et dans le fond, ça leur cause toutes sortes de difficultés, des problèmes de consommation, d'alcool, de drogue, etc. Donc, vous en avez sûrement entendu parler. Et à cause de ces difficultés-là, émergent de tout ça des préjugés
et des actes de discrimination de la part des non-autochtones qui ne comprennent pas nécessairement d'où viennent ces problématiques-là de santé et de services sociaux. Donc, c'est ce qui est écrit un peu là, dans la diapositive. Certaines personnes ne sont pas toujours conscientes qu'elles agissent en fonction de préjugés. Donc, on ne s'en prend pas nécessairement compte, mais on le fait. Donc, des exemples d'inéquité. L'espérance de vie est de 77 ans pour les Cris, mais au Québec, c'est 83 ans pour un citoyen non autochtone, par exemple, ou en général. Au niveau de l'insécurité alimentaire, c'est ne pas être en mesure de manger des repas équilibrés, ne pas être sûr d'être capable de manger un repas équilibré à tous les jours ou simplement de manger. 22 des Premières Nations, 55 des adultes inuits du Nunavik. C'est 6 au Québec. De 2000 à 2011, 27,6 des Autochtones décédés par suicide sont âgés de 19 ans ou moins. Donc, c'est vraiment très, très élevé. On n'a pas mis le comparatif, mais c'est très élevé. Le taux de signalement retenu en protection de la jeunesse et le taux de placement en dehors du milieu familial est respectivement 4,4 fois et 7,9 fois plus élevé. Donc, évidemment, les gens qui ont vécu des traumatismes dans les pensionnats n'ont pas nécessairement été des parents, ils n'ont pas côtoyé leurs parents, ils n'ont pas appris des bonnes habiletés parentales. Donc, ça a des répercussions, vous voyez. Prochaine diapo. Alors, pourquoi il faut faire en sorte d'aller vers des soins et des services culturellement sécurisants? Bien, évidemment, tout ceci, ça entraîne des répercussions majeures. Par exemple, les personnes autochtones ont vraiment tendance à sous-utiliser les services du réseau de la santé et des services sociaux. Ils vont souvent y aller quand une problématique est très, très aggravée, quand ils n'ont plus le choix. Là, ils vont y aller. Mais à ce moment-là, on voit le prochain point, alourdissement et augmentation des situations de crise. Donc, quand on attend avant de se faire soigner, souvent, c'est plus grave, autant au niveau social qu'au niveau physique. Là, les problématiques sont plus graves, elles sont plus difficiles à gérer, sont plus difficiles à soigner quand on parle de problèmes de santé physique. Ça augmente les situations de crise, effectivement. Donc, on agit dans l'urgence, on n'a pas de plan, on n'y va pas progressivement. Ensuite, dépistage tardif ou inversement, dépistage et intervention précoce non justifiée. Vous avez peut-être entendu parler des stérilisations forcées chez les femmes autochtones. Dépistage tardif, si notre enfant ne va pas chez le dentiste, il y a des problèmes dentaires, on ne détectera pas ces problèmes dentaires, par exemple. Donc, voilà. Barrières à la demande et à la prestation de soins et de services. Il y a toutes sortes de barrières. Je parlais tantôt de la conception de la santé qui est différente. Il y a la langue parfois qui est vraiment une barrière. Il y a des personnes autochtones qui parlent une langue autochtone au quotidien et quand ils viennent dans le réseau de la santé, doivent utiliser le français la plupart du temps ou l'anglais, qui est une seconde langue ou des fois une troisième langue. Et c'est difficile pour eux de s'exprimer, d'exprimer vraiment leurs difficultés. Donc, la langue peut être un obstacle. Et souvent aussi, de vivre des différences culturelles aussi peut en être un autre. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on voit un peu, là, ce qui est au cœur du guide, c'est la présentation d'un modèle puis de principes pour offrir des soins et des services culturellement sécurisants aux Premières Nations et aux Inuits. Fait, quelques grands éléments là, pour encore aller plus loin dans la compréhension de la sécurisation culturelle. On l'a mentionné à quelques reprises, ça concerne vraiment tout le monde au niveau d'un établissement. Donc, le guide s'adresse présentement à la haute direction aux gestionnaires qui sont directement concernés, puis on va vous expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour créer un environnement puis une organisation qui va être favorable. Mais ça va concerner les intervenants, ça va concerner tout le personnel qui est en interaction avec l'usager qui est issu d'une Première Nation ou qui est Inuit. Ça va nécessiter une réflexion critique de la part de ces acteurs parce que vous allez voir, c'est un des principes directeurs, c'est qu'il faut se questionner chacun individuellement et comme organisation
sur nos connaissances, nos croyances, nos perceptions par rapport aux Premières Nations et aux Inuits. Ça demande un peu une auto-réflexion, une auto-analyse de ce qu'on croit, de ce qu'on connaît, de ce qu'on pense des personnes qui sont autochtones. L'idée, c'est vraiment l'approche de sécurisation culturelle, c'est que ça va prôner des rapports égalitaires. Que les personnes autochtones, leurs proches, la communauté et tous les acteurs en santé et services sociaux travaillent dans un rapport qui n'est pas hiérarchique, qui n'est pas... fait que c'est vraiment apprendre à travailler ensemble sur le même pied. On l'a dit, c'est à compte de la dimension culturelle, dans ce que Marie-Hélène vous disait, il y a plein de particularités. Chaque communauté, chaque peuple a son histoire, ses croyances, ses particularités. C'est important de prendre ça en compte dans la façon d'entrer en relation avec les personnes autochtones. Ce qu'on va dire aussi, c'est des soins des services culturellement sécurisants, les meilleures personnes qui ont la connaissance sur leur santé, sur leur bien-être et sur leur jugement sur les services qui leur sont offerts, ce sont les personnes autochtones elles-mêmes et leur communauté qui peuvent donner, dans le fond, exprimer leur vision, leurs besoins, puis la façon dont les services peuvent respecter ces différentes dimensions-là. Ça place la personne autochtone au cœur des soins et des services. Au niveau des comités d'usagers, clairement, vous avez sûrement entendu de l'usager aussi qui est au cœur des soins et services. Ça reprend ça aussi au niveau de la sécurisation culturelle que la personne autochtone. Puis la personne autochtone, on le dit, qui a une dimension, qui a un sens large. Donc, la personne, son proche, sa famille, ses amis, sa communauté, qu'elle soit au cœur des soins et des services. Et pour répondre à ces besoins-là, pour offrir des services, des soins, des services culturellement sécurisants, ça passe par un travail de co-construction entre les interlocuteurs autochtones et l'ensemble des acteurs du système de santé, puis ça à tous les niveaux. C'est ce qu'on va vous présenter, là. C'est le modèle de sécurisation culturelle, mais c'est vraiment de travailler ensemble. Un peu comme je vous disais aussi tantôt, on a fait le guide en co-construction, en impliquant toutes ces personnes-là. Au niveau des établissements, c'est un peu ce qu'on souhaite pour développer une approche de sécurisation culturelle, ça va être de travailler ensemble. Il y a des principes directeurs qui vont s'appliquer, qui sont vraiment l'essence des ingrédients qui vont être nécessaires si on veut faire vivre dans chacun des établissements la sécurisation culturelle en santé et en services sociaux. Fait qu'on dit que c'est transversaux, ça doit teinter toutes nos actions, toutes nos pratiques, toutes nos visions. On va avoir besoin de ces 4 principes directeurs-là. Ils viennent en complément parce qu'il n'y en a pas un qui est plus important que les autres, c'est l'ensemble de ces principes directeurs-là qui vont permettre de faire vivre réellement la sécurisation culturelle puis de cheminer vers ça. Parce qu'on parle vraiment d'un cheminement. C'est une démarche qui va demander du temps, qui demande de s'accompagner là-dedans et de progresser sur le chemin de la sécurisation culturelle. Donc, si on prend les 4 principes, puis ça fait sens, là, vous allez voir qu'on retape ces mêmes clous des fois en disant des choses on en a déjà mentionnées, là. Mais d'abord, il faut réfléchir en continu sur nos croyances, nos pratiques. Ce n'est pas régler une fois pour toujours. Il faut réfléchir, c'est quoi les connaissances que j'ai sur les Premières Nations et les Inuits, sur leur histoire? Quelles croyances que j'ai pu intégrer? Ça peut impliquer des préjugés. Donc, c'est une démarche en continu de dire, puis on l'a mentionné, les Premières Nations, les Inuits, ce n'est pas un seul portrait, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas une seule communauté qui est similaire. Ils ont chacun leur particularité. Donc, quand on entre en relation avec des organismes ou des personnes des Premières Nations, des Inuits, c'est pas parce qu'on a appris à connaître un peu plus une communauté que nécessairement on a connu l'autre. Donc, ça demande une démarche en continu.
Ça demande de reconnaître les traumas passés actuels. Ce que Marie-Hélène se présentait tout à l'heure, il y a une histoire liée dans les dernières années dans ce qui a été vécu par les membres des Premières Nations et des Inuits. Des traumas qui sont passés, des traumas qui se vivent encore. On a des exemples régulièrement dans l'actualité de discrimination qui peuvent se vivre et qui vont amener des répercussions. Fait il faut tenir compte de ça dans notre approche de ces personnes-là. Il faut connaître cette réalité-là, puis donc être capable d'accueillir la personne qui vit une problématique au niveau de la santé en comprenant ce contexte-là qui l'entoure aussi, qui est important à prendre en compte dans l'offre de soins de services qu'on va lui donner. On doit aussi respecter les cultures des Premières Nations. Donc, c'est sûr que pour respecter une base, c'est de connaître, de s'ouvrir. On ne peut pas avoir toutes les connaissances du jour au lendemain, mais c'est de s'ouvrir, d'écouter, d'entendre les codes qu'ils utilisent, la façon dont ils voient la santé et de personnaliser notre approche aussi dans les soins et les services pour respecter ces différences-là dans les visions, dans les façons de vivre et d'agir avec, ça va être très important, avec les Premières Nations et les Inuits comme partenaires. Fait que ça se vit autant au niveau de l'organisation, comment on peut travailler comme établissement avec des organisations qui représentent les Premières Nations et les Inuits, mais aussi jusqu'à l'offre de services, comment l'intervenant peut travailler en partenariat avec la personne autochtone, ses proches, sa communauté. Fait que ça, c'est des principes directeurs qu'on vient poser qu'on doit mettre en fond de toutes nos approches et de toutes nos actions si on veut cheminer vers la sécurisation culturelle. Et donc, il y a un modèle. Fait que vous voyez que le modèle, on met les 4 en fond et il y a 3 niveaux qu'on va proposer aux organisations de travailler. Donc, un niveau qui est au niveau de l'environnement. C'est pour ça qu'au niveau de l'environnement, c'est pour ça que le guide s'adresse d'abord aux organisations, à la haute direction, aux gestionnaires. Ça, c'est de voir comment on peut travailler à créer un environnement qui va être favorable dans l'établissement à accueillir et à offrir des soins et des services sécuritaires culturellement aux Premières Nations et aux Inuits. Ça peut vouloir dire créer des lieux de concertation, documenter les besoins, faire des ententes, travailler avec les organisations des Premières Nations pour mettre en place des collaborations, des partenariats, vraiment établir des communications pour mettre en place des conditions qui vont faciliter de travailler aux autres niveaux. Ensuite, le niveau 2, c'est l'organisation. Là, il faut mettre en place, ça aussi, ça va concerner beaucoup les gestionnaires, la direction. C'est comment se donner des leviers pour offrir des soins et des services qui vont être favorables. On travaille vraiment à l'ensemble des niveaux de l'organisation. Ici, ça peut être, entre autres, de prévoir de la formation pour le personnel, avoir des interprètes qui sont disponibles si les gens parlent une autre langue et pour être en mesure de recevoir les services. C'est faire de la place au CA pour, un peu comme M. Boucher disait, des postes réservés aux gens qui vont représenter les Premières Nations et les Inuits à tous les niveaux d'organisation, que ce soit au CA, que ce soit dans différents comités, de se déplacer des fois, de permettre qu'il y a des gens du personnel qui vont pouvoir aller donner des soins et des services directement dans la communauté. Et au niveau 3, là, on est vraiment dans la relation de soins, fait que c'est l'intervenant avec la personne autochtone. Fait que ça, c'est le point de rencontre. On est dans l'approche où on va essayer comment on peut avoir des services, des soins et services qui vont permettre une approche personnalisée, qui vont. Puis pour ça, c'est bâtir la confiance. Ça demande d'ouverture, s'ouvrir à la réalité de la personne qui est en avant de nous dans un dialogue respectueux. Fait que ça, c'est les 3 niveaux du modèle. Fait que là, je vais vite, mais ça vous donne une idée. Mais
tout est plus en détail là, explicité dans le guide. Fait qu'on va terminer avec peut-être juste vous dire, laisser Marie-Hélène vous dire un peu qu'est-ce qui se travaille en lien avec le guide et l'approche de sécurisation culturelle présentement dans le réseau. Effectivement, tout ne s'arrête pas au guide, c'est évident. Il y a eu quand même un gros travail pour élaborer ce guide-là qui est maintenant consensuel et disponible en ligne. Donc, si vous allez dans la section des publications sur le site web du ministère de la Santé, vous allez le trouver. Et je pense que M. Boucher vous l'a fait parvenir aussi, ou en tout cas, c'est facile à trouver, ou on vous l'enverra. Si vous voulez avoir le lien, là, on vous l'enverra. Puis je vous mentionne d'ailleurs que dans ce guide-là, après la bibliographie, il y a des annexes et les annexes sont intéressantes parce qu'elles reprennent les éléments centraux du guide. Donc, je le dis toujours quand on fait des présentations, allez voir les annexes si vous consultez bien le guide. C'est un conseil que je vous donne. Je demanderai à ce qu'on mette sur notre site Internet un lien aussi. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Merci. Donc, l'implantation de l'approche de sécurisation culturelle. En novembre 2020, vous vous rappelez peut-être d'une annonce qui a été faite conjointement par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre responsable des Affaires autochtones, d'une annonce d'une injection de fonds de 15 millions de dollars pour l'implantation de l'approche de sécurisation culturelle. Et dans la foulée de cette annonce-là, il y avait le dévoilement aussi d'un plan d'implantation de l'approche et qui se décomposait en chantier de travail. Donc, il y a 5 différentes mesures qui font partie de ce plan-là. Et on vous les a montrées ici, par exemple. On travaille, maintenant qu'on a fait le guide, bien, on va accompagner les établissements par rapport aux bonnes pratiques du guide. Parce que c'est bien de comprendre pourquoi on fait la sécurisation culturelle, puis c'est quoi la sécurisation culturelle, puis comprendre un peu c'est quoi les bonnes pratiques, mais encore là, il faut les mettre en pratique. Et c'est souvent dans la mise en pratique qu'on a besoin d'être accompagné et qu'on a besoin d'avoir de l'aide. Donc, c'est un chantier de travail qu'on est en train de mettre en place. On a aussi fait un appel de projet aux établissements du réseau de la santé pour qu'ils nous déposent des projets en sécurisation culturelle qui sont basés sur les bonnes pratiques du guide. Donc, une injection de fonds pour des projets. L'appel de projet est lancé en juin et vient de se terminer donc le 24 septembre. On a un comité de travail qui va analyser ces projets-là et suite à ça, ils vont être implantés partout dans plusieurs établissements du réseau de la santé. Donc ça, c'est un autre volet. On a le volet formation qui est en train on bûche très, très fort sur ce volet-là. Il y a tout un continuum de formation qui commence par la formation à monsieur, madame, tout le monde qui travaille dans le réseau de la santé, donc à tout le personnel du réseau de la santé. C'est une session de sensibilisation qui ne prétend pas de changer le monde, mais qui donne des informations de base sur c'est quoi les Premières Nations, etc., un peu ce que c'est la sécurisation culturelle. Et il y aura un module complémentaire qui va toucher directement le réseau de la santé et des services sociaux, qui va être applicable directement. Ensuite de ça, il va y avoir des formations disponibles qui vont s'adresser plus aux personnes qui travaillent directement avec les personnes autochtones. Donc, peut-être plus les infirmières, les travailleurs sociaux, etc. Donc, vous voyez les personnes qui sont plus en interaction étroite de soins et de services. Mais aussi des formations qui vont s'adresser aux gens qui gèrent le changement, donc du management stratégique, donc les CA, les gestionnaires, etc. Donc, vous voyez, on va essayer de couvrir l'ensemble des volets au niveau de la formation. On est aussi en train de mettre en place des services de navigateurs de services. Et il y a aussi eu des ajouts de postes d'agents de liaison. Les navigateurs de services, c'est des personnes dont le travail est d'accompagner l'usager autochtone dans les services. Donc, il va l'aider à se retrouver dans les services, comment ça fonctionne. Si le navigateur maîtrise une langue autochtone, il peut aussi servir d'interprète. Il va aussi être utile pour les gens de l'établissement pour comprendre les pratiques culturelles ou la culture de l'usager autochtone. Donc, il travaille un peu comme un médiateur culturel entre l'usager et les personnes de l'établissement. Donc, c'est en cours d'implantation. Il y a des affichages de postes en ce moment. Et les agents de liaison, c'est des professionnels du réseau de la santé qui sont en lien beaucoup avec les organisations des Premières Nations qui ont travaillé sur des ententes, qui travaillent à un niveau un peu plus macro, disons, là, qui sont des piliers dans l'établissement sur les questions autochtones.
Ensuite, on travaille sur l'adaptation des pratiques en lien avec le régime d'examen des plaintes. Vous ne savez peut-être pas, mais les Autochtones ne se plaignent pas beaucoup sur les services offerts, sur la qualité ou sur l'absence de services. Très, très peu de plaintes sont logées par les personnes autochtones au Québec et on travaille sur le changement des documents qui s'adressent au public, donc s'assurer qu'ils soient plus culturellement pertinents, mais aussi sur nos façons de travailler pour les rendre à l'aise à venir poser des questions, exiger des choses, venir dénoncer des situations inadéquates. Donc, on va commencer bientôt ce chantier de travail-là. Donc, comme vous voyez, on essaie de couvrir très, très large. Et là, j'essaie peut-être de penser au lien avec les comités d'usagers, comités de résidents. Ce qu'on fait, ça pourrait évidemment, je pense, vous interpeller. Vous pourriez peut-être nous dire comment vous voyez le lien entre ce qu'on vous a présenté aujourd'hui et votre rôle. Mais moi, j'en vois déjà, je suppose déjà, je vais prendre un exemple, puis on pourra lancer la discussion puis aller voir vos questions après, là, mais je suppose qu'il y a peut-être des usagers autochtones qui pourraient venir vous voir pour avoir des renseignements ou vous porter à votre connaissance des situations problématiques, par exemple. Donc, le fait pour vous de savoir qu'il y a des travaux qui sont en cours sur le régime d'examen des plaintes, c'est très pertinent. Je donne un exemple. J'essaie de faire des liens avec vous, là. Donc, on serait rendu, je pense, aux questions. Hein? Ah, Christine, qu'est-ce que tu en dis? Oui, effectivement. Oui. Parfait. On a d'ailleurs déjà 2 personnes qui ont des questions. Et puis, je soulignerais peut-être qu'il y a déjà des comités qui font des actions. Fait que peut-être si vous voulez en parler à ce sujet-là, ce serait peut-être intéressant. Donc, j'ai d'abord Marc Rochefort, conseiller stratégique au RPCU, qui a une question. Merci. C'est peut-être plus un commentaire général qu'une question. Je trouve que votre plan de match est fort intéressant et je dois rappeler qu'il y a plusieurs comités de résidents, comités d'usagers à travers le Québec qui ont déjà développé une certaine sensibilité par rapport aux différentes communautés issues des Premières Nations et Inuits. De façon encore plus pointue, depuis à peu près 1 an, suite entre autres aux événements qui se sont produits à Joliette, il y a eu une foule de comités, une foule de personnes engagées bénévolement dans nos comités qui ont levé la main en disant on aimerait ça mieux comprendre, mieux connaître et mieux co-construire avec les représentants et les personnes issues de ces communautés-là. Et après ma base, souvent on peut penser que ça concerne pas beaucoup de monde, cette réalité-là particulière, mais moi, je peux vous dire que ça concerne beaucoup de comités et souvent, les gens des Premières Nations vivent en région éloignée, mais viennent dans des grands centres urbains pour recevoir des soins et des services, étant donné l'absence de ressources au sein de leur propre communauté d'origine. Donc, c'est donc dire qu'il y a des défis supplémentaires pour les régions qui accueillent ces usagers-là. Donc, par ricochet aussi, c'est un défi, c'est une invitation à voir des personnes bénévoles engagées au sein de leur comité à être partie prenante de la solution. L'autre élément, et je trouve ça intéressant, le cœur de toute l'action, c'est la personnalisation des soins et des services sociaux. Puis, oui, les comités d'usagers sont drôlement interpellés parce qu'on est présent dans toutes les étapes de l'accompagnement puis de l'assistance quand les gens expriment des insatisfactions. Et c'est souvent accueilli comme des leviers pour améliorer l'offre de soins et de services. Okay? Alors ça, c'est vraiment la philosophie qui guide les personnes impliquées au niveau des comités. Et quand vous soulignez en dernier lieu que oui, il y avait des possibilités que les comités trouvent réponse à des questions, je dois vous dire que vous tombez pile parce qu'il y a de plus en plus de préoccupations. Il y a des gens qui lèvent la main, qui se disent on est volontaire, on veut comprendre, on veut être associé. Donc, ça fait partie de notre approche de partenariat avec l'ensemble des réalités que l'on retrouve sur nos territoires. Et comme le disait Éric au RPCU, c'est intéressant, l'Assemblée générale a ratifié une orientation de s'assurer d'avoir un poste destiné à un représentant
des Premières Nations et des communautés inuites au niveau du conseil d'administration. Donc, ce qui fait et ce qui parle comme décision, comme orientation pour les prochaines années. Alors, ça résume un peu mes commentaires. Merci, Marc. Écoutez, juste un petit commentaire technique pour lever la main. Vous avez un petit bonhomme sourire en bas de Zoom sous lequel est marqué réaction. Vous allez pouvoir lever votre main là. Madame Goupy, vous vouliez parler. J'ai Madame Bédard et Madame Linda Thurston aussi. Madame Goupy, peut-être? Ah, oui, bon. Voilà. Mais ça, c'est pas la main, c'est l'applaudissement. Mais le bouton lever la main, c'est pas tout. Mais merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. Puis ça m'a fait penser, là, au mois d'avril 2021, le comité des usagers de Chicoutimi a été invité par le personnel d'un département de service à une rencontre où il y avait aussi invité une personne autochtone, puis l'agent de liaison pour les personnes autochtones pour discuter d'une situation que le personnel soignant trouvait difficile. Il y avait un patient qui était une personne autochtone qui sentait qu'il vivait du racisme dans ses services. Puis là, le personnel ne savait pas comment faire face à ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant qu'ils pensent à inviter le comité pour qu'on puisse peut-être aider à trouver des pistes de solutions. Puis c'était aussi une co-construction. Puis ce que j'ai remarqué, justement, c'est que face à la personne qui disait vivre du racisme, puis qui disait qu'elle voulait aller porter plainte, le personnel, eux, ça leur faisait peur. Puis ils sont allés au-devant de la personne, de l'usager, ils sont allés eux-mêmes contacter la commissaire ou plainte. Mais moi, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé que c'est une bonne approche parce que toute personne a le droit de porter plainte, puis il faut pas que le personnel aille au-devant de la commissaire pour déjà se justifier ou quoi que ce soit. L'enquête va être faite après. Donc, ça me parle quand vous dites que vous allez regarder le régime d'examen des plaintes pour voir comment ça peut être plus accessible pour les personnes. Puis une piste de solution qu'on a trouvée, c'est que le comité des usagers irait au Centre d'amitié autochtone de Chicoutimi pour présenter justement comment on peut faire quand on veut améliorer les services, faire un commentaire, se plaindre, puis parler un peu des droits. Fait qu'on irait vraiment dans leur milieu pour en parler. Fait que c'est une piste. Excellent. Merci beaucoup, Mme Goupy. J'ai Mme Bédard. Oui, bonjour, mon nom est Carole Bédard, je suis présidente du QC de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Et puis, moi, ce que je voulais amener, c'est que déjà, on travaille au niveau de l'usager partenaire avec les gens des comités. Et puis, on a une personne autochtone qui, effectivement, fait partie de notre comité. Alors, on trouve ça très intéressant. Et ce qui serait plus intéressant parce que la sécurisation culturelle est venue après un peu que les projets d'usagers partenaires ont été développés. Alors, ce qu'on aimerait, c'est que vraiment que le partenariat soit davantage nous ensemble. Parce que là, c'est comme des projets différents, des personnes différentes mais c'est tous ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Alors, je pense qu'il y a cet arrimage-là qu'on va devoir en tant qu'établissement sûrement, là, mais travailler ensemble là-dessus. Parce que ça avance beaucoup pour avoir eu des rencontres. Puis la personne autochtone, ça nous fait une voix pour nous exprimer puis connaître aussi leurs attentes. Alors, c'est bien important. Et puis, au niveau des comités d'usagers de résidents, oui, effectivement, nous, à ce moment-là, si on a des plaintes ou des choses comme ça, ben, les diriger, essayer de les diriger au bon endroit. On a des discussions avec les directions. Alors, je pense que moi, j'ai très hâte. J'avais posé la question à l'établissement à savoir si ça allait descendre bientôt au niveau des comités d'usagers parce qu'on entendait parler des présentations pour l'établissement. Mais nous, alors, ça ne semblait pas être pour l'instant. Vous m'avez confirmé ce matin également. Alors, ça va être intéressant pour qu'on travaille ensemble vraiment avec cette nouvelle pensée-là aussi. Il ne faut pas se le cacher, c'est une nouvelle pensée. Et puis qu'on la travaille avec nos gens et les usagers sur le terrain également. Alors, on souhaite que ça s'en vienne le plus possible. Ma dernière intervention, c'est au niveau de la formation. Je vous écoutais parler, puis effectivement, nous, on a beaucoup de choses à faire au niveau de la formation des intervenants puis de tout le monde qui gravite autour. Par contre, je me demandais, est-ce qu'il y a, peut-être ça se fait, est-ce qu'il y a une pertinence aussi, je ne sais pas comment aller au niveau des communautés, parce que nous, on essaie de se former, on essaie d'aller à leur réalité, mais comment eux aussi, on peut leur faire comprendre aussi comment
avoir une approche aussi, peut-être, pour que ça soit plus facile pour eux de venir vers nous. C'est un peu ça ma question, là, tu sais. Nous autres, on va faciliter qu'ils viennent vers nous, mais eux autres, quels seraient les trucs, entre guillemets, à avoir pour essayer aussi de ne pas être résistants à venir vers nous pour X raisons, là, qu'ils ne se sentent pas les bienvenus ou quoi que ce soit, mais de réveiller ce réflexe-là aussi pour eux. Alors, c'est la question que je me posais quand vous écoutant ce matin. C'est tout. Merci. Vous aimeriez qu'on réponde ou c'est plus une question que vous lancez de réflexion? Non, c'est plus des réflexions que je lance là, sur la table vu qu'on est en développement là-dessus. Alors, c'est juste des questions que je vous soulève. Je peux peut-être me permettre, Mme Bédard, puis je pense que ça rejoint un peu d'autres préoccupations que j'entends aussi. Dans chacun des établissements, il y a un responsable des dossiers autochtones qui est nommé. Cette personne-là a le mandat d'assurer la cohérence du travail qui est fait dans l'organisation autour des enjeux autochtones, mais peut aussi vous accompagner ou vous conseiller et regarder avec vous vos préoccupations justement sur comment penser un rapprochement, comment aborder les communautés et peuvent aussi vous accompagner quand vous avez des problématiques aussi très concrètes en lien avec les services ou vos responsabilités. Donc, nous, ce qu'on se suggérait de faire, Marie-Hélène, là, après la rencontre, c'est de vous partager la liste des responsables des dossiers autochtones dans chacun des établissements pour toute question, justement, en lien avec la sécurisation culturelle dans l'établissement, les liens avec les partenaires, Premières Nations, Inuit. Vous allez pouvoir vous référer à ces gens-là. Ils sauront vous accompagner, vous guider vers les bonnes personnes. Merci. Merci beaucoup, Mme Gauthier. Mme Thurston. Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Linda Thurston. Je suis présidente du comité des usagers CPEJ Gaspésie-les-Îles. Oui, moi, ma petite réflexion, nous, ici, on a une réserve qui est à Restigouche, que le ministère nous a demandé de faire un comité de résidents. Puis avec ça, ça nous a amené à faire traduire nos documents en anglais pour pouvoir se rendre là. À cause de la pandémie, on ne peut pas se rendre, mais la responsable ici, c'est la PDGA qui est responsable pour les Autochtones là, de la réserve. Puis, elle m'a invité à participer à une formation Tekinigan, là. Puis, j'ai été à 3 après-midi avec cette formation-là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Mais je me demandais, la question que je me demandais, c'est, vous parliez que les guides étaient présentés aux CIS et aux CIUS. Est-ce qu'ils ont été présentés à tous les CIS et CIUS ou certaines régions n'ont pas été présentées? Parce que je trouve ça fort intéressant de la façon, vous êtes super clair, puis je trouve ça vraiment intéressant là, que ça soit présenté à tous les CIS et CIUS au Québec. Et on a fait une présentation aux responsables des dossiers autochtones des CIS et des CIUS, mais aussi des établissements qui ne sont pas des CIS et des CIUS. Il y a certains instituts aussi, mais pas à l'ensemble du personnel de tous les CIS et des CIUS, évidemment. Là. Mais oui, il y a une présentation au moins aux personnes qui sont responsables des dossiers autochtones. Ah, c'est bien. En tout cas, félicitations pour votre présentation parce que c'est vraiment bien. Puis, je vais lire le guide plus à fond avant de me rendre dans les unités. Fait que merci beaucoup. On remercie beaucoup Mme Gauthier là, qui doit nous quitter. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, Julie. J'ai quelqu'un qui mentionnait que ça pourrait être intéressant de traduire en langue autochtone les droits des usagers, mais je pense que est-ce qu'il n'y a pas des initiatives qui ont déjà été prises à ce sujet-là? Là, je tends une perche à savoir s'il y en a qui veulent parler de ça. Madame Philibert? Oui, effectivement. Nous, chez nous, je suis présidente du comité des usagers au CHU de Québec, l'Université Laval, et nous avons fait faire la traduction en langue Innu.
Et nous, Tituk, c'était principalement les langues là, qui étaient parlées dans les unités de soins chez nous, où est-ce qu'on accueille des gens venant d'autres régions. On donne beaucoup de services au nord, sur le nord du Québec, etc. Et on l'a fait traduire dans ces langues-là. Et puis, si on peut rendre service, les traductions étant faites, les traducteurs ayant été payés, si on peut partager avec les autres comités des usagers, bien, il nous fera plaisir. Mais ça a été fait et on l'a déposé. C'est également disponible sur le site web du Québec, autant français, anglais, Innu et Inuktitut. Alors, c'est les 4 versions que nous avons. Et c'est disponible. Les unités de soins qui sont principalement visitées par les usagers, ces usagers ont les clients en main et peuvent les distribuer, mais ils vont être disponibles à tous là, aussitôt qu'on va pouvoir remettre ça dans les distributeurs au niveau des textes. Merci beaucoup, Mme Philibert. On verra en partager s'il y a lieu sur le site Internet, peut-être. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, j'ai une question de Mme Boudreau. Ici, OK, c'est Mme Boudreau qui s'en allait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je remercierais. Il y avait une question. Oui. Il y avait une question de Mme Goupy dans le chat qui se demandait pourquoi le terme Première Nation n'inclut pas les Inuits. En fait, c'est une question légale. Les Inuits ne sont pas considérés au niveau légal comme des Indiens au sens de la loi sur les Indiens. Donc, c'est vraiment à cause de ça. La loi sur les Indiens, c'est un vieux terme qu'on utilisait quand elle a été rédigée et ça n'incluait pas les Inuits. Et maintenant qu'on n'utilise plus l'expression Indien, on utilise Première Nation, mais ça les exclut. Donc, c'est Inuit. Quand on parle de premier peuple, ça inclut tout le monde. Je l'ai mal exprimé, je pense, pendant ma présentation. J'ai été mêlante. Je m'en excuse. Donc, quand on parle de premier peuple, ça inclut tous ces gens-là. Il y a un commentaire aussi dans le chat qui indiquait qu'on ne devrait peut-être pas utiliser le terme autochtone parce que le terme autochtone signifie que la personne provient de la terre où elle est née, quelque chose comme ça. Excusez-moi, je ne l'ai pas par cœur. Qui est issu du sol même où il habite. Donc, effectivement, quelqu'un qui est né au Québec serait aussi autochtone du Québec au sens de la définition. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans les usages, les personnes qui sont des premiers peuples, donc autant les Inuits que les Premières Nations, utilisent beaucoup le terme autochtone et l'apprécient et s'identifient comme étant autochtone. Donc, c'est un terme qui, dans les usages, est très, très courant et accepté et apprécié. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a Mme Philibert, je pense, qui veut parler. Non, ça va, merci. C'est une vieille main. On me mentionne que Mme Colette aurait levé la main. Oui, ben, ça ne paraît pas sur l'écran parce que j'ai eu la difficulté à cerner où est-ce qu'il était levé la main. Mais voici, c'est en réponse un peu par rapport à la traduction des droits. Bien, nous, au nord de la Naudière, on a travaillé beaucoup là, durant l'année pour se rapprocher de la communauté Atikamekw. On est dans une région très sensible avec la mort de Joyce. Et puis, on était rendu à travailler aussi avec le directeur adjoint qui a été nommé récemment pour la communauté Atikamekw. Et là, c'est un de nos projets de faire la traduction des droits. C'est en évolution à ce moment-ci. Puis j'avais une sous-question, est-ce qu'on va avoir accès au diaporama qui nous a été présenté aujourd'hui? Absolument. Et à la fin du diaporama, vous avez les coordonnées de Mme Pelletier et de moi-même. Nous n'avons pas nécessairement toujours le temps de répondre à plein de courriels. Je vous le dis d'emblée parce qu'on en reçoit beaucoup. Donc, si vous avez des questions sur, par exemple, les nations du Québec, etc., je ne suis peut-être pas la personne à qui rejoindre. Il y a beaucoup d'informations en ligne. Mais les répondants des dossiers autochtones de vos établissements, dont on va vous envoyer la liste, sont vraiment des personnes qui peuvent vous aider et vous pister vers des réponses.
Si c'est spécifiquement sur la sécurisation culturelle, si c'est dans votre rôle de comité des usagers, vous pouvez également vous référer au répondant des dossiers autochtones. Et si le répondant ne sait pas quoi vous répondre, lui, il va me contacter, ou moi ou Mme Pelletier. Donc, mais vous avez quand même nos coordonnées au cas où. Oui. Et dans le fond, ce qu'il faut se rappeler de la rencontre aujourd'hui, c'est un peu ce que c'est la sécurisation culturelle, pourquoi il faut la faire. Vous, comme comité des usagers ou comme comité des résidents, ce que vous pouvez faire, c'est d'être à l'écoute, d'être accueillant envers les personnes autochtones. Vous n'avez pas besoin d'être des spécialistes des questions autochtones ou de connaître toutes les nations du Québec, juste de rester ouvert à leur culture. Et si vous ne connaissez pas la culture, parce que, par exemple, chez vous, en Abitibi-Témiscamingue, c'est des Algonquins, puis la personne qui se présente devant vous est Inuit, puis vous n'en avez jamais rencontré d'Inuit, posez des questions respectueusement. Vous pouvez dire à la personne, vous êtes la première personne Inuit que je rencontre. Pourriez-vous m'en dire plus? Les gens adorent se faire poser ces questions-là. Quand c'est respectueux, ça leur fait plaisir de parler de leur culture. Donc, ça vous permet de créer un contact, d'aller chercher des informations dont vous avez besoin pour les aider. Donc, dans le fond, c'est un peu ça que je vais vous dire. En faisant un contact, en étant respectueux, c'est un peu la base. Moi, j'ai déjà fait une rencontre avec des personnes autochtones. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils souhaitaient si on avait une baguette magique, quel changement on pourrait faire dans l'implantation d'un service. Et il m'avait dit, déjà en partant, si quand j'arrive, la personne qui m'accueille me regarde et me sourit et est agréable, ça va déjà être génial. Vous comprenez que c'est quand même de base. Donc, les attentes ne sont pas nécessairement extrêmement élevées. Donc, d'être respectueux, d'être enthousiaste, d'être accueillant sont comme les bases qui fonctionnent avec tout le monde et qui fonctionnent aussi avec les personnes autochtones. Donc, voilà, c'est pas si sorcier, ça a l'air gros. Comme Christine l'a dit, c'est un processus, c'est un cheminement. Les établissements du réseau de la santé ne sont vraiment pas tous au même endroit. Il y en a qui sont vraiment au début de la démarche. Les gens doivent juste comprendre ce que c'est la sécurisation culturelle, puis commencer à comprendre pourquoi il faut le faire, puis commencer à réfléchir à comment implanter ça. Il y en a que ça fait longtemps, ça fait des années qu'ils ont des responsables de dossiers autochtones et qui sont très avancés. Donc, dépendamment de l'établissement auquel vous êtes rattaché, là, vous allez pouvoir vous arrimer avec les responsables des dossiers autochtones et eux vont pouvoir vous aider à être intégrés dans leur planification. Merci. Donc, je vous remercie beaucoup. Marc Rochefort a une question alors. Bien, pas une question, mais peut-être une invitation. Aujourd'hui, on était un petit groupe. Moi, je pense que l'intérêt dépasse le nombre de personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Ce que j'ai goût de nous dire, c'est si, suite à la présentation d'aujourd'hui, vous avez des questions, vous avez des besoins particuliers d'aiguillage avec d'autres comités, moi, je vous invite à passer par Éric. Et rapidement, on va adapter une séquence de notre site Web pour s'assurer que l'information soit centralisée. Là, c'était vraiment une entrée en matière, mais nous, on a des engagements à aller plus loin dans ce processus-là. Déjà, on a eu des rencontres préparatoires depuis janvier 2021 avec l'équipe de M. Lafrenière, entre autres, et avec la direction de la qualité de l'éthique au ministère de la Santé. Donc, déjà, on est en marche. Et nonobstant le fait que certains comités aient déjà traduit les dépliants, moi, je pense qu'à l'agenda, il y avait aussi une volonté que le ministère traduise dans certaines langues les droits des usagers, de façon à ce que ça soit davantage accessible à l'ensemble des comités du territoire québécois où on voit que la clientèle, les usagers, les proches d'usagers se promènent beaucoup d'une région à l'autre, d'un établissement à l'autre. Alors, on en est un peu là. C'est pour ça que je trouvais intéressant de peut-être un peu centraliser le cheminement des questions auprès d'Éric qui fera les suivis. Alors voilà. Merci. Merci. Pardon, excusez-moi. Pour ce qui est de la traduction des droits des usagers, je ne suis pas au fait s'il y a des engagements de la part du ministère à l'effet de les traduire, mais je vais faire la vérification puis je m'arrimerai avec M. Boucher. Parfait. Puis effectivement, je vais m'assurer que sur le site Internet du RPCU, on centralise l'information. Je vous invite à m'écrire à l'adresse formation@rpcu. Vous allez facilement la trouver sur le site Web. Est-ce que j'ai d'autres interventions?
Sinon, je passerai au remerciement. Merci beaucoup, Mme Lemay. Merci beaucoup, Mme Pelletier. C'était vraiment intéressant comme présentation. Je pense qu'on avait besoin de ça. Et puis, je vais sensibiliser les gens au prochain webinaire. C'était le premier d'une série. Donc, regardez les mercredis au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Il y a un calendrier là, sur le site web. Là, je vous invite à regarder ça puis à participer en grand nombre aux prochaines formations. Merci beaucoup. Merci Merci bien. de nous avoir invités. Merci. Vous êtes un beau groupe. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Pour s'inscrire au webinaire, là, le lien, il est disponible combien de temps avant le webinaire? Il va être le lien. L'annonce des webinaires sera faite bien avant le webinaire, les prochains webinaires, 2 semaines avant, puis ensuite on fera des rappels là, pour être certain. D'accord? Merci. Merci. Bonjour. Je suis toujours